Salut à tous et bienvenue dans les petites infos révoltantes du mois de mai 2021. 6 mai. L'amiral Nelson est en sueur. Une flottille composée de 50 à 70 bateaux de pêche français bloque l'entrée du port de Jersey pour protester contre les contraintes post-Brexit excessives imposées aux pêcheurs par les autorités de l'île. Alors j'avais commencé à écrire tout un texte au sujet de la pêche post-Brexit, et je me suis rendu compte que c'est affreusement long et chiant, comme une baguette de supermarché. Alors pour faire simple, sachez que le Royaume-Uni, la Norvège et l'Union Européenne forment une sorte de triangle amoureux qui ne baisse plus. Ils n'arrivent plus à s'entendre entre eux, ni les uns envers les autres, sur toute une série de pinaillages bureaucratiques au sujet de la pêche dans la Manche et en mer du Nord. Alors, il y a des intérêts derrière, c'est important, mais c'est chiant, donc on va juste se concentrer sur le cas de Jersey, parce qu'il est révélateur qu'une fois de plus, l'Union Européenne n'est pas du tout une œuvre de paix, de prospérité et de coopération entre les États, permettant de mieux défendre nos intérêts. Vous allez voir à travers ce cas d'école que c'est exactement l'inverse qui est vrai. Alors la pêche n'est pas forcément le sujet le plus intéressant du monde, mais ça permettra de mieux comprendre la politique d'une manière générale. Pour comprendre cette affaire riche en rebondissements et en bureaucratie, il faut prendre le problème à la racine. Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union Européenne et il n'applique plus les règles de la politique commune de la pêche, ni le traité de pêche de Granville, signé en 2000 entre la France et le Royaume-Uni. Ce traité transformait ce secteur transfrontalier en entité juridique exclusive, une façon de se partager la mer entre voisins et de la fermer aux autres. Les règles encadrant la pêche des bateaux européens dans les eaux britanniques sont maintenant régies par l'accord négocié entre le Royaume-Uni et la Commission. Cet accord prévoyait de garantir l'accès des navires européens aux eaux britanniques, moyennant une licence, en échange de quoi, ces derniers s'engageaient d'ici 2026 à réduire progressivement les captures effectuées de 25%. Mais la décision devait être précisée, elle n'indiquait ni les volumes, ni la répartition entre les flottes européennes et britanniques. Ce qui a son importance quand on sait que 60% du tonnage issu des eaux territoriales du Royaume-Uni sont en fait capturés par des bateaux originaires de pays de l'Union Européenne. L'accord est donc en la défaveur totale des pêcheurs britanniques, qui sont soumis à des quotas et à des contraintes dans leurs eaux territoriales, tandis que les pêcheurs venus de l'Union Européenne en sont exemptés. Don Thompson, président de l'association des pêcheurs de Jersey, a reproché jeudi aux pêcheurs français de vouloir pêcher sans contrainte dans nos eaux, tandis que nos bateaux sont soumis à toutes sortes de conditions sur la quantité de poissons qu'ils peuvent pêcher et là où ils le peuvent. Pour lui, il serait extrêmement injuste que le gouvernement capitule devant cela. D'autant plus que les pêcheurs de Jersey doivent maintenant remplir un tas de paperasses pour débarquer leurs poissons à Granville, alors que les bateaux de l'Union Européenne qui pêchent dans la même zone en sont exemptés, puisqu'ils sont dans le marché commun. De toute façon, la plupart de ces bateaux sont en fait français. Alors ça, c'est la première partie du drame, la rupture du traité de Granville. La France n'a pas le droit d'organiser une libre circulation des marchandises avec Jersey, puisque nous sommes dans le marché commun européen, et que Jersey n'en fait plus partie. Le Royaume-Uni étant libre de prendre des décisions sur la pêche qui sont différentes de celles de l'UE, l'importation du poisson est soumise à des vérifications sanitaires et à un petit tarif douanier. Ajoutez à ça cet accord post-Brexit temporaire et déséquilibré, et on en arrive à cette situation absurde où les bateaux de pêche français peuvent pêcher sans limite dans les eaux de Jersey et tout vendre en France sans contrainte, tandis que les bateaux jersiais, qui pêchent le même poisson dans la même zone, sont soumis à des contraintes sur la pêche et à des contraintes sur la vente en France. Craignant de voir arriver des hordes de bateaux de l'Union Européenne pillant leurs ressources, les autorités de Jersey ont fait en sorte de compliquer l'octroi des licences de pêche. En vertu des nouvelles règles de pêche post-Brexit, les navires de l'Union Européenne souhaitant pêcher à moins de 22 km des côtes britanniques doivent obtenir une licence. Pour ce faire, les navires doivent prouver qu'ils ont déjà pêché dans ces eaux, ce qui selon de nombreuses personnes est un processus onéreux. Par ailleurs, les navires doivent être équipés de dispositifs de surveillance et remplir un certain nombre de nouvelles exigences, introduites sans préavis ni concertation par les autorités britanniques. De nombreux navires se sont vus refuser cette licence car ils ne présentaient pas de preuves suffisantes. Une situation que la France a qualifiée d'injuste, étant donné les modifications de dernière minute apportées aux mesures en matière de pêche post-Brexit. Et de fait, début mai, seuls 41 navires français avaient obtenu leur licence, sur 344 demandes.
et elles étaient parfois assorties de restrictions prohibitives. Le député de la Manche Bertrand Sort a cité l'exemple d'un pêcheur de Granville, autorisé à se rendre dans les eaux de Jersey 11 jours en 2021, et seulement pour pêcher de la coquille Saint-Jacques, alors qu'il s'y rendait auparavant en moyenne 40 jours par an, pour prélever aussi des bulots. Et c'est à cause de cette politique restrictive sur les licences que les pêcheurs français ont manifesté devant le port de Jersey. Il faut dire que le temps presse. Ceux qui n'ont pas leur licence au 30 juin n'auront plus le droit de pêcher dans les eaux britanniques. Et à cette date, seuls 47 bateaux avaient obtenu leur licence. Alors pour arrondir les angles, Jersey a accepté de prolonger de 3 mois supplémentaires l'autorisation de pêche pour 177 petits bateaux européens, pour lesquels la communication de preuve est déjà en cours. Ils ont aussi mis en place un numéro de téléphone pour que les pêcheurs français puissent communiquer directement avec les autorités de Jersey. Parce que figurez-vous que toutes les demandes de licence passent par l'intermédiaire des gouvernements français et britanniques, et aussi de l'Union européenne. On est passé par une énorme bureaucratie, alors que dans la pratique on se connaît tous, on s'appelle par nos prénoms. C'est vraiment triste qu'on en soit arrivé là. Nous avons donc fait le tour du contexte et, comme je vous le disais, c'est assez chiant. Alors bien sûr, on peut se dire qu'il n'y aurait pas tous ces problèmes si le Royaume-Uni était resté dans l'Union européenne. Mais ça, c'est une réaction de gamin. Parce que des problèmes, il y en a sans arrêt. Crise économique, Brexit, pandémie, tensions diverses, chute de Kaboul. À chaque fois, l'Union européenne, qui doit nous rendre plus forts, qui doit gérer les risques globaux plus efficacement, fait la preuve de son impuissance et de sa nullité. Parce que vous avez affaire à des fonctionnaires étrangers, élus par personne, qui sont confis dans les procédures. Et si la réalité rentre pas dans les cases, ils savent plus quoi faire. À chaque fois qu'il se passe un truc qui est pas prévu, on les voit chialer que le monde ne tourne pas comme ils le voudraient. L'initiative aussi, c'est pas dans leur corde, hein. Comme les responsabilités sont complètement fragmentées dans l'Union européenne, personne n'est là pour s'occuper d'un problème, pour proposer une solution, pour définir une politique et la mener jusqu'au bout. C'est con, parce que la politique de la pêche est justement une compétence exclusive de l'Union européenne, et les États n'ont pas le droit d'intervenir. Par conséquent, l'action de la ministre française de la mer en est réduite à des gesticulations pathétiques. Annick Girardin avait affirmé que la France était prête à recourir à des mesures de rétorsion si les autorités britanniques continuaient à restreindre l'accès des pêcheurs français aux eaux de Jersey, faisant allusion à des répercussions éventuelles sur le transport d'électricité par câble sous-marin qui alimente l'île depuis la France. Est-ce que vous avez l'impression que l'Union européenne favorise l'amitié entre les peuples et la coopération entre voisins ? Non, hein. C'est plutôt l'inverse. En fait, l'Union européenne nous isole des pays qui n'en font pas partie, c'est-à-dire la quasi-totalité du monde. La primauté du droit et des traités européens nous empêche de régler des problèmes locaux entre voisins en bonne intelligence. L'Union européenne n'est pas un daron qui met tout le monde autour de la table pour trancher les litiges. Le sujet du litige est capté, envoyé à Bruxelles, noyé dans la bureaucratie, et pour ce qui est de la pêche, c'est géré par des gens qui n'ont rien à voir avec les parties concernées. Quant aux responsables nationaux qu'on paye pour régler ces problèmes alors qu'ils en ont plus le pouvoir, eh bien ils en sont réduits à aboyer des menaces comme des petits Yorkshire teigneux. Alors, le résultat est très mauvais. Ah, nous sommes épatés par la puissance européenne. Ouh. Pour conclure, le Brexit est bien l'élément déclencheur de ce merdier, mais l'incapacité à le résoudre et la complexification du dit merdier, c'est bien la faute de l'Union européenne. Ce qui se passe pour la pêche dans la baie de Granville, ça se reproduit tout le temps et sur tous les sujets. Quand un problème se pose, l'Union européenne n'est jamais la solution. C'est juste un problème de plus. 16 mai. Le pragmatisme allemand prend un coup de pelle. Leur tentative pour sortir du nucléaire et du charbon en même temps pour leur production d'électricité est en train de tourner au fiasco. Un rapport de la Cour des comptes allemande a qualifié la politique actuelle de danger pour l'économie et la stabilité de l'approvisionnement électrique avec des coûts hors de contrôle. De fait, l'Allemagne a réussi à dépasser le Danemark au palmarès de l'électricité la plus chère d'Europe, presque le double du prix en France. Et c'est pas prêt de s'arrêter. La Cour des comptes fédérale a cité une étude selon laquelle il faudrait dépenser plus de 525 milliards d'euros supplémentaires pour l'approvisionnement en électricité et l'extension du réseau entre 2020 et 2025. Ça fait plus de 100 milliards d'euros par an. 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros. Il faut dire qu'ils ont pris un léger retard. Sur ce graphique, la courbe bleue indique les installations prévues, et en noir, c'est celles qui ont été réalisées jusqu'à maintenant. Il y a un léger décalage.
Les nouvelles installations sont donc en retard, par contre le gouvernement est en avance pour ce qui est de la fermeture des centrales à charbon. Ce qui crée un déficit de planification de 4,5 gigawatts. Mon Dieu! Ça correspond à 4 ou 5 réacteurs nucléaires, ou bien la consommation d'1,5 million de foyers. Cette puissance installée qui devait encore être disponible sur le réseau pour quelques années, ne l'est déjà plus. Par ailleurs, pour viabiliser sa politique de transition écologique, le gouvernement se base sur des hypothèses jugées fantaisistes. On va les lister parce qu'on commence à nous sortir les mêmes en France. Il anticipe que la demande d'électricité sera stable jusqu'en 2030, alors que le développement du transport électrique et des gadgets connectés favorise au contraire son augmentation. Il considère que la population allemande passera sous la barre des 75 millions d'habitants en 2050, alors que l'Office fédéral de la statistique part du principe, avec un degré élevé de probabilité, qu'il y aura entre 77,6 et 83,6 millions de personnes en 2050. Dans le calcul de la production, il se base sur des années de référence jugées trop favorables aux ENR, surestimant leur production moyenne et négligeant la possibilité d'une mauvaise année. Aussi, le risque de résistance des populations aux nouvelles installations, notamment des éoliennes, n'est pas pris en compte pour estimer la vitesse de développement des ENR. Le gouvernement fédéral pense qu'il dispose de plus de 4,5 gigawatts de centrales de remplacement du réseau pour remédier aux perturbations de l'équilibre électrique. Mais dans le registre des données de base du marché, on trouve seulement 9,4 MW enregistrés, ce qui ne correspond qu'à 0,2% du potentiel estimé par la Confédération. On se demande où est passé le reste. Enfin, en cas de pénurie d'électricité, le gouvernement compte sur le délestage des grosses entreprises industrielles qui arrêteraient leur production en échange d'une indemnisation financière. Le ministre de l'économie compte sur un potentiel de 16 gigawatts qui sera pleinement exploité d'ici 2030. Mais dans le même temps, une étude de l'Agence fédérale pour l'environnement n'aboutit qu'à un potentiel de 6 gigawatts. Donc au sein même du gouvernement, la question ne semble pas tranchée. Alors, si j'ai bien compris, l'Allemagne est en train de démanteler son réseau électrique existant pour le remplacer par des installations ENR pas encore installées, dont la capacité à répondre à la demande repose sur des hypothèses douteuses, et leurs intermittences seront assumées par une forme d'acceptation des pénuries par les entreprises. Et pour bénéficier de ce formidable progrès, il faudra payer 2 ou 3 fois plus cher qu'avant, peut-être même plus. Ce serait dommage de passer à côté de cette formidable opportunité. Ce rapport donne un peu l'impression que l'Allemagne organise son effondrement, et il faudra faire attention à ce qui va se passer de notre côté du Rhin, parce qu'en France aussi, l'Agence pour la transition écologique nous promet une production d'électricité 100% renouvelable. Il y a des études, l'ADEME, RTE, Negawatt, qui toutes disent qu'on peut sortir du nucléaire en 2050 et avoir un mix énergétique complètement renouvelable. Ce qui est stupide, puisque nous avons déjà une électricité à 95% décarbonée grâce au nucléaire et aux barrages. Mais là aussi, les mêmes hypothèses fantaisistes sont brandies pour justifier le développement des ENR, avec le même bilan à la clé. Hausse du prix de l'électricité considérable, empreinte au sol des installations considérable, instabilité du réseau et pénurie à cause de l'internet. Vous en faites pas, votre matériel fonctionne bien, c'était juste un exercice pour vous préparer au monde de demain, le monde de Sandrine Rousseau. 24 mai. Dans le cadre des élections régionales, Marlène Schiappa propose de créer des salles de repos pour livreurs à Paris et en Île-de-France. Oui, parce que Marlène se soucie de l'hygiène et du confort des banlieusards désœuvrés qui errent dans la rue entre deux courses ou durant le creux de 15 à 18 heures. Il est important qu'ils aient des lieux pour s'asseoir, au chaud, avec des douches et des toilettes. Non, il ne s'agit pas de faire payer aux contribuables des charges qui incombent à des entreprises qui refusent de les assumer. Il ne s'agit pas non plus de satisfaire des associations de riverains qui n'aiment pas voir des pauvres colorés traîner en bas de chez eux, créant parfois des files sur le trottoir près des restaurants. Il s'agit uniquement d'améliorer les conditions de travail des livreurs. Rien d'autre. Bon, par contre, il faudra pas que ces lieux servent à organiser des réunions syndicales pour améliorer les conditions de travail des livreurs, comme ces cocos du 18e le proposent. Il y a des limites, hein, bon, voilà. Social bourgeoisie. Le parfum de Marlène Schiappa. « 28 mai. La Suisse met fin aux négociations sur ses relations avec l'Union européenne.
Cet accord visait à homogénéiser le cadre juridique concernant la participation de la Suisse au marché unique de l'UE et à instaurer un mécanisme de règlement des différends. Il s'agissait donc d'un accord historique, puisque ça équivalait à une adhésion partielle au marché commun. Oui, parce que quand on parle d'homogénéiser le cadre juridique, c'est bien la Suisse qui s'aligne sur l'UE et pas l'inverse. Cet accord s'inscrit dans une tendance de fond qui a cours depuis les années 2000. La Suisse a signé plus de 130 accords bilatéraux qui reprennent l'acquis communautaire et l'appliquent en Suisse. Quand ça les arrange. En fait, ils bénéficient d'une Union européenne à la carte. C'est un privilège que les Suisses ont obtenu après avoir dit non à l'adhésion à l'espace économique européen dans les années 90. Pour maintenir de bonnes relations et garder les Suisses malgré tout dans un processus d'intégration européenne, l'UE a accepté temporairement que la Suisse accède au marché commun sur des sujets qui l'intéressent, et tout en gardant une certaine autonomie réglementaire. Le temporaire a fini par durer, parce que ça fait quand même 20 ans que ça marche comme ça, mais suite aux demandes répétées de l'UE, des négociations ont finalement débuté en 2014 pour régulariser cette situation. Cet accord cadre aurait été limité aux 5 accords d'accès au marché existants. Libre circulation des personnes, transport terrestre, transport aérien, obstacles techniques au commerce et agriculture. L'idée étant que la Suisse respecte l'intégralité des règles du marché commun dans ces domaines où elle y participe. Alors tout ça traîne pendant des années, comme d'habitude, et en 2018, la patience de l'UE a fini par se tarir, sans doute sous l'effet du Brexit, puisque les Anglais réclamaient d'avoir les mêmes relations avec l'UE que la Suisse. Ils bénéficient d'une UE à la carte, pourquoi pas nous? Ça fait tâche. La Commission a donc sommé les Suisses de choisir. Ou bien ils participent pleinement au marché commun dans les domaines où ils ont un pied dedans, ou bien, il n'y aura plus de nouveaux accords bilatéraux de signés, et les Suisses ne pourront plus participer à des programmes de recherche ou de coopération qui sont gérés par l'UE. Quant aux accords existants, ils ne seront pas annulés, puisque la Commission n'a pas les couilles d'aller au bout de sa politique. Par contre, ils deviendront de plus en plus obsolètes, faute de mise à jour. Comme l'a dit l'ambassadeur de l'UE en Suisse, la poursuite du statu quo en tous les cas n'est pas une option pour l'UE, ce qui est partiellement faux puisqu'il reste dans les accords existants. Pendant trop longtemps, l'Union européenne a toléré une situation où la Suisse, ce partenaire et ami proche, bénéficiait d'un très large accès à notre marché tout en adoptant de façon sélective les règles qui régissent celui-ci. C'est ce qui s'appelle avoir le beurre, l'accès au marché, et l'argent du beurre, l'autonomie réglementaire. Cela nous pose un problème fondamental, car il s'agit d'une violation du principe sacro-saint de l'égalité de traitement des États et des opérateurs économiques. Si chaque participant pouvait librement dicter ses propres règles, le marché intérieur perdrait tout son sens, car il serait fragmenté en une multitude de sous-marchés nationaux et régionaux. Une phrase qui prouve au passage que la démocratie et le marché commun sont deux choses non conciliables. Vous n'êtes pas sans savoir que la Suisse est totalement encerclée par le marché commun européen. Elle y réalise 48% de ses exportations et 66% de ses importations. Malgré un déficit commercial de 10 milliards d'euros par an, on pourrait penser que la Suisse a intérêt à la suppression des barrières douanières pour importer des produits moins chers et exporter plus facilement. Pourtant, ce 26 mai 2021, le président de la Suisse, Guy Parmelin, a choisi de dire merde à l'Union européenne. Apparemment, il a considéré que l'accord avait plus de mauvaises conséquences que de bonnes. Il a même pas osé le soumettre à la votation des citoyens. Les points d'achoppement se situent sur la question de la protection des salaires, des aides publiques et surtout sur la libre circulation des personnes. Pour la Suisse, il s'agit essentiellement de la libre circulation des employés et de leurs familles. Pour l'Union européenne, il s'agit de la libre circulation de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de l'Union européenne. Une reprise intégrale du droit de l'UE aurait entraîné un changement de paradigme sur la politique de migration. De plus, cela aurait des conséquences sur l'aide sociale. En fait, les ressortissants de l'Union européenne pourraient s'installer en Suisse et réclamer immédiatement des aides sociales sans avoir au préalable travaillé et cotisé en Suisse pour ces droits. Mais la libre circulation des citoyens défendue par l'UE inclut aussi l'extension de la protection contre l'expulsion des étrangers criminels. Et le droit au séjour permanent à partir de 5 ans de séjour sur le territoire helvétique, l'octroi de droits politiques au niveau municipal, ainsi bien sûr que la question de la directive des travailleurs détachés, que la Suisse a fait en sorte d'enterrer discrètement. De plus, à partir de la date de signature de l'accord, les arrêts de la CJUE s'appliqueraient automatiquement à la Suisse.
Aujourd'hui, ils sont suivis dans la plupart des cas, mais ils n'ont qu'une valeur consultative. Bon. Alors malgré la petite taille du pays, sa position géographique et ses relations commerciales importantes avec l'UE, la Suisse préfère perdre son accès au marché commun et à divers programmes de l'UE plutôt que de faire un pas de plus dans l'intégration européenne. Alors soit les Suisses sont complètement débiles, soit l'UE n'est pas ce projet d'avenir et de prospérité qu'on nous a vendu. Je crois que l'évolution de l'écart salarial entre la France et la Suisse répond à cette question. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je rappelle que vous pouvez soutenir cette chaîne via Tipeee ou en faisant un tour sur zoneartisanale.com. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine.